Sonebook présente L'origine des espèces de Charles Darwin, lu par Victor Vestia. Introduction. Les rapports géologiques qui existent entre la faune actuelle et la faune éteinte de l'Amérique méridionale, ainsi que certains faits relatifs à la distribution des êtres organisés qui peuplent ce continent, m'ont profondément frappé lors de mon voyage à bord du navire le Beagle, en qualité de naturaliste. Ces faits, comme on le verra dans les chapitres suivants de ce volume, semblent jeter quelques lumières sur l'origine des espèces, ce mystère des mystères, pour employer l'expression de l'un de nos plus grands philosophes. À mon retour en Angleterre, en 1837, je pensais qu'en accumulant patiemment tous les faits relatifs à ce sujet, qu'en les examinant sous toutes les faces, je pourrais peut-être arriver à élucider cette question. Après 5 années d'un travail opiniâtre, je rédigeai quelques notes. Puis en 1844, je résumai ces notes sous forme d'un mémoire, où j'indiquais les résultats qui me semblaient offrir un certain degré de probabilité. Depuis ce moment, j'ai constamment poursuivi le même but. On m'excusera, je l'espère, d'entrer dans ces détails personnels. Si je le fais, c'est pour prouver que je n'ai pris aucune décision à la légère. Mon œuvre est actuellement en 1859 presque complète. Il me faudra cependant bien des années encore pour l'achever. Et comme ma santé est loin d'être bonne, mes amis m'ont conseillé de publier le résumé qui fait l'objet de ce volume. Une autre raison m'a complètement décidé. M. Wallace, qui étudie actuellement l'histoire naturelle dans l'archipel malais, est arrivé à des conclusions presque identiques aux miennes sur l'origine des espèces. En 1858, ce savant naturaliste m'envoya un mémoire à ce sujet avec prière de le communiquer à Sir Charles Lyell, qui le remit à la Société linnéenne. Le mémoire de M. Wallace apparut dans le 3e volume du journal de cette société. Sir Charles Lyell et le docteur Hooker, qui tous deux étaient au courant de mes travaux, le docteur Hooker avait lu l'extrait de mon manuscrit écrit en 1844, me conseillèrent de publier en même temps que le mémoire de M. Wallace quelques extraits de mes notes manuscrites. Le mémoire qui fait l'objet du présent volume est nécessairement imparfait. Il me sera impossible de renvoyer à toutes les autorités auxquelles j'emprunte certains faits, mais j'espère que le lecteur voudra bien se fier à mon exactitude. Quelques erreurs ont pu sans doute se glisser dans mon travail, bien que j'ai toujours eu grand soin de m'appuyer seulement sur des travaux de premier ordre. En outre, je devrais me borner à indiquer les conclusions générales auxquelles j'en suis arrivé, tout en citant quelques exemples qui, je pense, suffiront dans la plupart des cas. Personne, plus que moi, ne comprend la nécessité de publier plus tard, en détail, tous les faits sur lesquels reposent mes conclusions. Ce sera l'objet d'un autre ouvrage. Cela est d'autant plus nécessaire que sur presque tous les points abordés dans ce volume, on peut invoquer des faits qui, au premier abord, semblent tendre à des conclusions absolument contraires à celles que j'indique. Or, on ne peut arriver à un résultat satisfaisant qu'en examinant les deux côtés de la question et en discutant les faits et les arguments. C'est la chose impossible dans cet ouvrage. Je regrette beaucoup que le défaut d'espace m'empêche de reconnaître l'assistance généreuse que m'ont prêtée beaucoup de naturalistes, dont quelques-uns me sont personnellement inconnus. Je ne puis cependant laisser passer cette occasion sans exprimer ma profonde gratitude à monsieur le docteur Hooker, qui pendant ces 15 dernières années a mis à mon entière disposition ses trésors de science et son excellent jugement. On comprend facilement qu'un naturaliste qui aborde l'étude de l'origine des espèces et qui observe les affinités mutuelles des êtres organisés, leur rapport embryologique, leur distribution géographique, leur succession géologique et d'autres faits analogues, en arrive à la conclusion que les espèces n'ont pas été créées indépendamment les unes des autres, mais que comme les variétés, elles descendent d'autres espèces. Toutefois, en admettant même que cette conclusion soit bien établie, elle serait peu satisfaisante jusqu'à ce qu'on ait pu prouver comment les innombrables espèces habitant la Terre se sont modifiées de façon à acquérir cette perfection de forme et de coadaptation qui excite à si juste titre notre admiration.
Les naturalistes assignent comme seule cause possible aux variations les conditions extérieures telles que le climat, l'alimentation, etc. Cela peut être vrai dans un sens très limité, comme nous le verrons plus tard. Mais il serait absurde d'attribuer aux seules conditions extérieures la conformation du pivert, par exemple, dont les pattes, la queue, le bec et la langue sont si admirablement adaptés pour aller saisir les insectes sous l'écorce des arbres. Il serait également absurde d'expliquer la conformation du gui et ses rapports avec plusieurs êtres organisés distincts par les seuls effets des conditions extérieures, de l'habitude ou de la volonté de la plante elle-même, quand on pense que ce parasite tire sa nourriture de certains arbres, qu'il produit des graines que doivent transporter certains oiseaux, et qu'il porte des fleurs unisexuées, ce qui nécessite l'intervention de certains insectes pour porter le pollen d'une fleur à l'autre.